Bonsoir à tous. Le 1er octobre de chaque année, la communauté internationale célèbre les personnes âgées. Ce soir, Santé d'abord a choisi de faire un zoom sur la prise en charge globale des personnes du 3e âge. Quel regard portez-vous sur les personnes du 3e âge? De quoi ont-elles besoin et comment prendre soin d'elles en cas de maladie? Les réponses, c'est dans un instant avec notre invité de ce jour. Le président du Conseil national des personnes âgées nous fait aussi l'honneur de partager le plateau avec nous ce soir. Vous allez le découvrir dans un instant. Merci pour votre fidélité à ce magazine. Avec nous sur le plateau ce soir, Dr Sodjehun Apeti, il est gériatre. Docteur, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Comment allez-vous? Oh, je vais bien et merci pour l'occasion que vous m'avez offert pour pouvoir donner les quelques fruits mûrs des labeurs à nos grands-parents et à nos ancêtres. C'est un plaisir aussi, le plaisir il est vraiment partagé. Alors je le disais à l'entame de cette émission, le 1er octobre de chaque année est dédié aux personnes âgées. Alors ce soir, nous voulons savoir exactement, docteur, qui appelle-t-on personne âgée? Bon, disons, de manière chronologique, on appelle personne âgée tout sujet qui a au moins 60 ans d'âge, de manière chronologique. Mais moi, je me dis, cette définition, si on veut tenir compte de ça, ceux qui n'ont pas de naissance, on risque de les mettre soit en dessous ou au-dessus de manière non ordonnée. Donc c'est ça qui fait que je dis on peut recalculer l'âge de ceux qui n'ont pas de naissance en tenant compte de leurs enfants, de certains événements. Aussi, il faut savoir que personnes âgées médicales, c'est différent de personnes âgées dans la société, parce que dans notre société, il suffit d'avoir un petit-fils pour qu'on vous définisse comme un grand-papa. Donc c'est pas de ça on parle. C'est pas parce que vous avez 40 ans que vous avez un petit-fils, un enfant qui a aussi un enfant qui a peut-être 2 ans, 3 ans et qu'on vous appelle grand-papa que vous êtes une personne âgée. Voilà. On veut parler des personnes âgées qui ont chronologiquement un âge d'au moins 60 ans. Il faut aussi rappeler que dans les communautés internationales classiques, on a ramené l'âge des personnes âgées des Africains vers 50 ans, ce que moi je ne partage pas trop, pour dire que les Africains ne mangent pas bien. On verra vraiment pendant l'émission si les Africains mangent bien ou pas. Moi je pense que c'est nous qui mangeons plutôt bien, encore de mieux en mieux sains. Sauf nous qui sommes à Lomé, pensant que quand tu es au sommet de la pyramide, il faut manger les choses des fast-food et des restaurants. Les produits, les aliments transformés. Bien sûr. Qui ne sont pas bons pour notre santé. Bien sûr. D'accord. Alors vous êtes médecin gériatre. Bien sûr. Qui est médecin gériatre et quelle est la différence entre la gériatrie et la gérontologie? Bon, disons, le médecin gériatre, par opposition à un médecin pédiatre, c'est le médecin qui s'occupe de la prise en charge sanitaire des personnes âgées. Tout comme le pédiatre s'occupe de la santé des enfants. Voilà. De ce fait, la spécialité du gériatre, c'est la gériatrie. Donc, c'est la discipline médicale faite par les médecins qui permet de soigner correctement les personnes âgées. C'est différent de la gérontologie qui, de manière globale, on peut dire que c'est une science qui étudie le vieillissement dans toutes ces entités. Ça peut être médical, sociologique, économique, dans tous ces états. De ce fait, ce n'est pas une spécialité en fait. Si vous êtes médecin, vous voulez avoir des connaissances en gérontologie, à des fins sociales, épidémiologiques, tout ça là, vous avez le droit. Si vous êtes sociologue, vous êtes infirmier, vous voulez faire la gérontologie, vous pouvez faire la gérontologie, mais la gériatrie, c'est spécifiquement les médecins qui sont tenus de faire ça pour pouvoir soigner en fait. Donc un gériatre peut être un gérontologue, mais un gérontologue ne peut pas être un gériatre. Il doit forcément faire les études de médecine. Bien sûr, c'est ça. Avant d'être appelé un gériatre. C'est ça. Alors on dit qu'il y a 3 types de vieillissement, docteur. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Bon, de manière classique, on dit qu'il y a 3 types de vieillissement. On va essayer de parler pour le public, pas pour les médecins. Ceux qui ont vieilli sans souci, ils n'ont pas eu de parcours un peu tumultueux pendant tout le processus, on dit ils ont bien vieilli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle le vieillissement réussi. D'autres ont vieilli, mais de temps en temps, ils ont eu des petits trucs qui ont fait qu'ils ne sont pas aussi solides que ça. Eux, on appelle ça le vieillissement usuel. Maintenant, ceux qui ont vieilli avec beaucoup de séquelles, des maladies, tout ça, là, qu'on appelle le vieillissement
pathologiques en fait. Donc voilà les 3 grands types de vieillissement qu'il y a. Et notre objectif c'est de permettre à nous qui sommes aujourd'hui et à nos parents qui ne sont pas encore très âgés de bien vieillir, c'est-à-dire de vieillir en bonne santé. C'est ça. Alors, nous allons aborder le premier sujet de ce soir. Lorsque l'âge avance, notre organisme subit certaines modifications, ce qui peut être à l'origine de certaines maladies. Qui est habilité à suivre une personne âgée en vue de son bien-être? Nous écoutons Dr Kokou Bassa dans ce sujet que voici. Les personnes âgées ont une place primordiale dans la société. Je crois que c'est pour cela que l'OMS a dédié cette journée spéciale aux personnes âgées. Alors, en matière de santé, ces personnes âgées sont confrontées à des risques. D'abord, sur le plan intrinsèque, du fait du vieillissement, l'organisme de la personne âgée subit des modifications physiologiques qui fait qu'ils sont sujets rapidement à des maladies. Ces modifications, on peut citer sur le plan anatomique la perte de la masse maigre. Sur le plan rénal, par exemple, fonctionnel, on peut citer la diminution et la baisse de la filtration glomérulaire. Ces modifications sont d'ordre organique, sont d'ordre fonctionnel également. Alors, sur le plan de la santé, oui, les personnes âgées sont sujettes à plusieurs facteurs de risque, ce qui fait qu'on les appelle souvent des personnes fragiles. En termes de prévention, bon, on dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Il faut des visites médicales régulières. Et quand je dis visite médicale régulière, certes, le médecin généraliste peut, avec ses petites connaissances en matière de santé, peut suivre une personne âgée, mais le mieux, c'est de s'orienter vers un gériatre qui va régulièrement suivre ces personnes âgées pour que la maladie ne survienne pas d'ailleurs. Et si la maladie survient, il faudra une prise en charge adéquate pour pouvoir aider ces personnes âgées à recouvrer leur santé. Voilà, docteur Apiti, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi docteur Bassa. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez ajouté à ce qu'il vient de nous dire? Bon, tout d'abord, je vais lui tirer un chapeau parce que c'est un frère que je connais depuis un certain temps. Il a fait sa thèse sur la dépression du sujet âgé, que j'avais co-dirigé avec un professeur. D'accord. Et il a accepté aussi embrasser la spécialité de gériatrie parce que moi, il dit souvent aux gens, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Déjà, la constatation d'une personne, et ça prend du temps, tout ça. Et je cherche toujours à motiver les frères et sœurs à pouvoir embrasser ça. Donc, lui, il est déjà en spécialité de gériatrie. Je pense qu'actuellement, il y a 4 qui sont déjà en spécialité, avec qui on collabore ensemble pour le bien-être des personnes âgées. Et elle a dit beaucoup de choses parce que ce qu'il dit, avec l'âge, tout comme quand vous payez une voiture et vous l'utilisez, que vous l'amenez régulièrement, faire le check-in ou pas, il y a des choses toujours qui s'abîment. Donc c'est ça. Donc, que ce soit au niveau anatomique, que ce soit les muscles, les os, que ce soit au niveau fonctionnel, ce qu'on appelle la réserve fonctionnelle. Quand nous naissons, c'est comme si nous avons une réserve qui doit nous permettre de faire un temps. Donc, avec le temps, tout ça là diminue. Mais souvent, ce qui fait la particularité ici, c'est que ce n'est pas parce que il y a la diminution que c'est forcément une maladie. Voilà. Mais c'est comme si vous devenez, comme il a dit, fragile, vous devenez comme un œuf. L'œuf, si rien ne tombe dessus, ça peut être fécondé par la poule pour donner le poussin. Voilà. Mais si par hasard, un petit caillou tombe dessus, ça peut se casser. Et ça crée maintenant ce qu'on appelle la décompensation en cascade. De plusieurs choses qui font que généralement, ça se termine mal si on n'est pas en contact de celui qui peut utiliser le savoir-faire gériatrique pour pouvoir essayer de refaire un peu cet œuf. Et si par chance la nature nous accompagne,
ça donne souvent des résultats, même si on ne peut plus retourner totalement à l'état antérieur. Donc je pense que mon frère a dit l'essentiel. Et d'ici peu, les personnes âgées auront encore plus de petits-enfants, puisque nous sommes leurs petits-enfants, à pouvoir bien les prendre en charge. D'accord. Docteur Apeti, Docteur Bassia a parlé des facteurs de risque auxquels sont sujettes les personnes âgées. Quels peuvent être ces facteurs de risque? Bon, disons, quand on parle de facteurs de risque chez les sujets âgés, en gros, ça risque d'être très vaste. Parce que chaque pathologie que tout le monde peut attraper a ses facteurs de risque. Déjà, même il y a le facteur de risque qu'on peut dire organique, c'est-à-dire quand nous naissons, chaque organe a ses risques. On peut prendre par exemple l'hypertension avec les facteurs de risque dont l'un même est le fait que la personne prend de l'âge. Dans le vieillissement des vaisseaux du cœur et ses vaisseaux, c'est un facteur de risque. Maintenant, il y a le facteur de risque que tout le monde va avoir. Si vous avez du poids, c'est un facteur de risque, c'est-à-dire l'obésité. Si vous fumez, c'est un facteur de risque. Si vous prenez de l'alcool, c'est un facteur de risque. Si vous ne faites pas d'activité physique, tout ça, donc ça va être le facteur de risque cardiovasculaire. Mais chaque organe aura ses facteurs de risque. Il y a le facteur de risque environnementaux, c'est-à-dire que ce soit les aléas climatiques, tout. Il y a le facteur de risque psychosociaux. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas de bonne humeur, vous n'avez pas les enfants qu'il faut, vous êtes toujours stressé, tout ça, c'est aussi des facteurs de risque. Bref, on peut dire tout ce qui peut agir de telle sorte que le vieillissement normal que j'ai dit que j'ai réussi, soit perturbé pour donner un vieillissement par usure, c'est tous ces éléments qu'on appelle les facteurs de risque, étant donné que le vieillissement lui-même c'est un facteur de risque pour pouvoir vous exposer à des maladies. D'accord, docteur. Et qu'est-ce qui fait la particularité de la médecine des personnes âgées, docteur? Bon, il faut plutôt déjà dire clairement que vous faites, ce n'est pas parce que vous prescrivez chez une personne âgée que vous faites du bien à la personne âgée. Ce n'est pas parce que vous prescrivez chez une personne âgée que vous êtes médecin qui soigne bien les personnes âgées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des spécialités dans lesquelles on reçoit les personnes âgées. Moi, je dis généralement, le plus simple, c'est que ce n'est pour rien qu'il y a la pédiatrie. Quand un enfant a un problème d'un organe, on l'amène en pédiatrie, quitte à ce qu'on demande l'avis de l'autre. Si c'est un problème cardiovasculaire, même aujourd'hui, il y a les cardiopédiatres qui sont là, dans tous les domaines, neuropédiatres, tout. C'est seulement en gériatrie que les gens ne veulent pas tenir compte de cette particularité, alors qu'en fait, c'est des œufs. Les personnes âgées sont des personnes fragiles. C'est ça. C'est ça qui fait que, malheureusement, comme beaucoup de personnes âgées ne savent pas ce qu'on leur fait, elles pensent qu'il suffit d'aller à l'hôpital, on te met peut-être dans un lit, on te fait des sérums ou bien quelqu'un vient à la maison, te prescrit des médicaments et qu'on est en train de se soigner. En fait, en faisant comme ça, on ne leur rend aucun service. Ce qui est important pour la personne âgée, c'est qu'il faut qu'on sache à un moment donné quelle est la maison. C'est ce qu'on appelle en gros, quels sont les syndromes gériatriques. En gériatrie, on parle moins des maladies. Même s'il peut y avoir des maladies, on parle plutôt des syndromes gériatriques, c'est-à-dire c'est un assemblage de maladies qui vont produire un événement et que cet événement aussi, associé à d'autres, vont produire encore un autre événement. C'est ce que je disais en cascade, c'est-à-dire si vous avez l'hypertension, vous avez le diabète, vous avez la démence, vous avez l'arthrose, tout ça, la aussi, vous allez tomber. Quand vous tombez, c'est ça qu'on appelle la chute, qui est un nouveau syndrome. Vous allez peut-être ne pas récupérer de cette chute, on va vous faire la chirurgie. Vous allez faire peut-être la gravatisation, qui aussi est un nouveau syndrome. Tout ça, donc, c'est ça qui fait la maladie. Donc, le sujet âgé est caractérisé s'il n'a pas eu la chance de bien vieillir, d'être polypathologique, c'est-à-dire d'avoir plusieurs maladies en même temps. Et pour gérer plusieurs maladies, il ne faut pas segmenter de spécialité en spécialité parce que c'est les médicaments qui vont donner une autre maladie qu'on appelle la iatrogénie. C'est-à-dire c'est les médicaments qui rendent la personne âgée maintenant malade. Voilà. Ça peut être des médicaments qui vont faire saigner, ça vous donner la confusion, vous déshydrater, tout ça. C'est déjà ça la première particularité. La deuxième particularité, c'est que quand on veut vous traiter maintenant, il faut éviter au maximum ce qu'on appelle la polymédication. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prescrire. Non, c'est ça qui fait que classiquement, il y a ce qu'on appelle le diagnostic gériatrique. J'ai reçu une personne âgée, j'ai fait l'état de ses maladies, j'ai peut-être 10 maladies. C'est possible. Mais on ne peut pas prescrire médicaments pour 10 maladies. Il y a ce qu'on fait maintenant, le diagnostic rentable, qui consiste à hiérarchiser les problèmes pour voir dans tout ce que j'ai comme problème là, qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est prioritaire. Et on va pas à pas. Malheureusement, étant donné que, entre guillemets, dans nos pays,
il n'y a pas de formation véritable en gériatrie. Quand nous finissons, nous n'avons pas ce savoir-faire et ce savoir-être gériatrique. Et c'est finalement les personnes âgées qui en paient les pots cassés. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, on a la chance qu'on a les nouvelles technologies qui nous permettent d'avoir accès facile à l'information et se cultiver. On n'est pas obligé, quand vous avez atteint un niveau, vous êtes déjà un docteur, d'aller forcément faire la gériatrie, mais rien ne vous empêche de payer les livres de gériatrie, d'aller sur Internet, de faire les formations à distance pour pouvoir avoir ces comportements gériatriques envers les personnes pour leur bien. Sinon, ce qu'ils amènent souvent, la personne âgée est fatiguée, tout ça, en fait, généralement, il n'y a pas grand-chose derrière. Et parfois aussi, il y a des choses sérieuses derrière. Mais si vous n'avez pas le savoir-faire gériatrique, vous allez les hospitaliser, mais vous allez les grabatiser avec toutes les conséquences. C'est ça. D'accord, docteur. Nous avons presque dans toutes les familles ou dans nos familles des personnes âgées. Et c'est normal qu'on s'inquiète pour ces personnes âgées, n'est-ce pas? Quels sont les signes qui doivent nous amener à nous inquiéter de l'état ou de la santé de nos personnes âgées ou de nos seniors? Bon, ce que nous on dit généralement, la personne âgée est caractérisée par ce qu'on appelle l'atypie sémiologique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, classiquement, quand quelqu'un fait peut-être une fièvre, fait peut-être une infection, la personne vous montre ça par une fièvre. Mais quand la personne âgée va faire peut-être une infection, elle peut ne pas montrer de fièvre. Généralement, elle présente un état qui est quand même un peu bizarre. C'est tout ce que je peux dire. Quand vous voyez que votre parent qui a l'habitude d'être jovial tout ne l'est plus, elle a le réflexe de se poser la question pourquoi elle est comme ça. Donc, on appelle ça les signes d'alarme. Vous voyez la personne qui n'a pas souvent tendance à dormir et est en train de trop dormir. Il faut s'inquiéter. Vous avez la personne qui normalement raisonne bien et à un moment donné ne raisonne plus bien. Il faut s'inquiéter. La personne se nourrit bien mais ne se nourrit pas plus très bien. Il faut s'inquiéter. C'est tout ça là. Donc, toutes les modifications que vous allez voir dans le comportement quotidien de la personne âgée doivent vous alerter. La personne avait l'habitude de bien mouvoir, mais n'arrive plus à mouvoir, il faut s'inquiéter en fait. Donc, les signes d'alarme, comme je le disais, c'est pour le public. Si on donne des termes trop techniques, ça ne va pas aider le public. Donc, si vous voyez que votre parent n'est plus dynamique comme avant, comme d'habitude, il faut s'inquiéter et pouvoir l'amener chez qui de droit pour pouvoir vous dire qu'il y a un problème ou pas. Classiquement, ce que nous disons aux gens, si à un moment donné, les gens ont assez de connaissances gériatriques, vous pouvez amener votre parent. Si on voit qu'il n'y a pas grand-chose, vous pouvez faire un check-up et vous retournez à la maison. Je pense que c'est toujours mieux parce que s'il y a quelque chose derrière, ça se complique, ça devient trop cher après. Comme on le dit, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Alors, docteur, les personnes âgées connaissent aussi dans leur vie, comme dans la vie, comme nous tous dans la vie, nous connaissons des moments difficiles. Les personnes âgées aussi connaissent des moments difficiles, par exemple la perte d'un enfant ou le veuvage, ce qui les rend de plus en plus fragiles. Comment accompagner ces seniors pendant ces moments difficiles de leur vie? Bon, ce que je dis généralement, nous avons, nous en Afrique, la chance, parce qu'il ne faut pas perdre cette chance d'être une société communautariste, c'est-à-dire une affaire de famille. Les Africains, s'ils sont dans leur authenticité, aiment être en famille. Donc ça déjà, c'est un bon remède pour ce qu'on appelle la prise en charge psychosociale. La prise en charge médicale, ça revient peut-être aux professionnels de santé de gérer. Dès que nous, on a déjà cet avantage, certaines choses que beaucoup de gens veulent peut-être copier, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on appelle une maison de retraite, alors que la vieille est dans la même maison avec son petit-fils et est même très contente quand son petit vient s'asseoir sur sa cuisse, la prendre pour aller la mettre dans un coin quelque part, parce qu'il y a une infirmière qui ne serait même pas de bonne humeur pour lui dire tous les embêtements. Ce serait intéressant que cette vieille reste déjà en famille. Déjà, nous, on a déjà cette chance. Maintenant, ça permet facilement de savoir que si la personne âgée est dans des situations difficiles, la chose dont elle a besoin, c'est le soutien. Le soutien, ça peut être le soutien moral, le soutien social, tout. Parce que c'est des gens qui sont faussement sages. Ce n'est pas toujours la sagesse. Elle ne veut pas dire grand-chose. Mais en fait, quand une personne âgée, dans un contexte un peu difficile, ne se prononce pas, ne parle pas, il faut plutôt s'inquiéter aussi, comme je le disais entre-temps. Parce qu'elle va se dire, bon, j'ai déjà fait mon âge, j'ai déjà vécu, je ne sais plus ce que j'attends. Donc, on a l'impression que c'est le deuil là qui fait que la personne se concentre, alors que la personne est en train de partir. C'est ça qu'on appelle, en fait, avec le temps, la personne va refuser de manger. Alors que si une personne refuse de manger, en fait, il faut voir que c'est
c'est comment se suicider. Chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées. Parce que si elle avait la force pour pouvoir peut-être régler ce problème-là, elle pouvait aller prendre une corde pour se prendre le coup. Mais comme elle n'a plus de force, elle peut refuser de manger, elle peut refuser ses médicaments, elle peut refuser tout ça. On les voit pleurer parfois. C'est ça. Donc, la meilleure prise en charge, c'est de les accompagner pour qu'elles ne se sentent pas seules. Surtout quand le deuil là vient, il y a des cas comme ça qu'on reçoit qui sont difficiles à traiter. Si malheureusement dans la famille, parmi tous ces enfants, c'est l'enfant qui a tous les moyens de l'aider, qui disparaît, souvent c'est très compliqué. Là, on fait intervenir à un moment donné les psychologues qui interviennent tout. Et si on a la chance, la personne âgée s'en sort parce que c'est quelqu'un qui a déjà vécu et qui a déjà une certaine culture, une certaine sagesse, elle peut s'en sortir. Mais si ça prend trop de temps et que ça rentre dans ce qu'on appelle les choses comme la dépression sévère, la mélancolie, souvent c'est difficile à récupérer. C'est compliqué. D'accord. Pour le bien-être de nos seniors, une bonne alimentation s'impose. Alors, comment doivent manger les personnes âgées et à quelle fréquence? Nous avons approché Madame Abi Lebou. Voici les réponses qu'elle nous donne dans ce sujet. L'obésité, le surpoids et le diabète du type 2 sont favorisés généralement par l'alimentation très riche et le manque d'activité physique. Et ces pathologies sont des facteurs favorisants des maladies cardiovasculaires. Donc, il est très important chez ces personnes âgées de maintenir la bonne pratique d'alimentation pour éviter ces maladies cardiovasculaires. Et avec l'âge, l'ostéoporose, le risque d'ostéoporose augmente. Et la cause, c'est la diminution de la masse osseuse. Et avec la consommation des aliments riches en calcium, en vitamine D et en protéines, on peut diminuer le risque et les effets de cette maladie. Et pour avoir des aliments, si pour citer des aliments riches en calcium, nous avons les produits laitiers, le poisson, la viande, mais dans nos milieux, nous avons le pain de seigle, communément appelé alangba ou télim, qui est très riche aussi en calcium et qui peut aider les personnes âgées. Et les aliments à réduire, nous avons la matière grasse, c'est utile pour l'organisme des personnes âgées, mais à consommer en petite quantité. Et de préférence, utiliser les matières grasses d'origine végétale. Et à part ces matières grasses, nous avons le sucre. Le sucre aussi, les personnes âgées doivent éviter les sucres ajoutés au profit des sucres naturels que nous retrouvons dans les fruits. Et ensuite, ils doivent consommer modérément le sel. Parce qu'avec le sel, on a le risque de rétention d'eau et le risque d'hypertension artérielle. Et en dernière position, nous avons l'alcool qui doit être consommé très modérément. 1 à 2 verres de vin par jour pour une femme et 1 à 3 verres par jour pour un homme. Voilà, docteur, nous sommes de retour sur ce plateau et nous venons de suivre Madame Abi Lebou. Et quelle est votre réaction? Qu'avez-vous ajouté à tout ce qu'elle vient de nous dire? Bon, c'est un grand plaisir d'avoir écouté ma soeur me dire l'essentiel de ce qu'il faut dire, mais comme je le dis souvent, généralement quand nous approchons les problèmes de la société, je dis il faut contextualiser un peu. Tout ce qu'elle a donné comme réponse, c'est des directives, mais ces directives seraient plus applicables dans les pays occidentalisés, c'est-à-dire dans les pays beaucoup plus qui sont proches des Européens, qui mènent le même mode de vie, ou à la rigueur, les quelques rares personnes en Afrique qui, comme je l'ai dit au début, pour avoir atteint le sommet de la pyramide, pensent qu'il faut se comporter comme les Occidentaux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit, mais qui ne sont pas très applicables dans nos milieux. Dans nos sociétés. Dans nos sociétés. Généralement, on dit, bon, réduire la consommation du gras. Mais en fait, la manière dont on prépare chez nous, à vrai dire, c'est pas trop gras. Ils sont sérieux, c'est pas en prenant peut-être 8 TV d'huile pour faire une chose pour toute la maisonnée, qu'on dit qu'on consomme du gras. Parce que nous, en Afrique, on prépare pour la famille. C'est pas une seule personne qui s'assoit, qui prend
une tasse de crème, tout ça. Non, c'est des choses que nous, on ne prend pas. C'est ça qui fait que parfois les choses sont à côté. Mais au lieu qu'on prenne les choses d'à côté pour régler les problèmes, on va aller chercher les solutions ailleurs. Heureusement qu'elle a parlé dans la banque pain de singe, qui est très riche. La vitamine D, c'est ça qui fait que vous allez voir plein de personnes âgées qui ont leurs enfants qui sont en Europe, aux États-Unis, qui leur envoient des choses. Quand vous voyez, même je ne sais pas à quoi ça ressemble, 1000 gélules, 1000 comprimés, on dit d'avaler parce qu'il y a vitamine D, il y a tout ça dedans. Alors qu'en fait, nous, on est dans un pays ensoleillé. Nos vieilles, quoi qu'on dise, rares sont celles qui restent dans la chambre. Elles sortent. Il y en a même qui vont au champ. Moi, ma grand-mère va encore au champ. Parfois, elle me donne encore des maïs quand je vais au village. Or, l'exposition au soleil permet de produire la vitamine D. Donc, ce faisant, on n'a pas besoin de cette vitamine D de l'extérieur. Si le besoin est, il faut doser. Sinon, on risque de faire l'hypervitaminose. Par rapport à ce qu'on a dit sur l'alcool, tout ça là, c'est bon. Mais en fait, une personne qui a tendance déjà à tomber, quel intérêt cette personne a à boire de l'alcool? Qu'est-ce qu'on appelle boire modérément de l'alcool? Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que il y a des choses qu'on a mis dans l'habitude parce que ça a des fins capitalistes. Donc, il faut qu'on est ici pour aider nos parents, pas pour qu'ils tombent malades. Mais se faire quelques plaisirs, bon. Mais ce qu'on dit généralement, c'est ce qu'on lit dans les livres. Or, ce n'est pas nous qui avons écrit les livres actuels. Et même si on a une médecine qui aussi, de toutes manières, donne beaucoup de santé, qu'on a délaissé, que moi, je réclame même qu'on ramène. Donc, à plusieurs niveaux. Traditionnelle? Bien sûr. Mais quand on dit médecine traditionnelle, moi, j'aime pas trop le mot là parce que ce qu'on fait pour les Blancs, c'est leur tradition. Donc, le fait de faire appeler notre chose traditionnelle, c'est comme si pour eux, ce n'est pas leur tradition. Eux, ils appellent ça moderne. Non. Pour moi, notre chose, c'est notre chose. Ce n'est pas affaire de tradition, non. Si nous arrivons demain à imposer notre tradition aux autres, on peut dire que ce que vous faisiez, ce n'est pas d'actualité. Donc, le mieux, c'est qu'on revienne en arrière pour bien manger là. Qu'est-ce que moi je mets dedans? Qu'est-ce que nos parents qui sont au village mangent pour être en bonne santé sans prendre trop de médicaments? Au fait, c'est ça. Bien manger, c'est ça. Ce n'est pas les gens qui consomment beaucoup de viande. Encore que même à Lomé, combien de personnes consomment de viande? Or, nous, les médecins, on dit réduire la viande. Combien de personnes mangent la viande par mois? Ce n'est pas payant un demi-kilo de viande pour faire foufou pour toute la maison. Quand vous mangez beaucoup de viande. En Europe, ils appellent peut-être le riz. Tout ça, ils appellent ça accompagnement. Par eux, c'est la viande qui est le plat. C'est pourquoi on donne le repas là-bas avec la fourchette, le couteau, tout ça. Nous, c'est quelques morceaux qui sont dedans. Toi, tu prends une miette, tu donnes à ton petit, c'est fini. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir pour que ces personnes âgées ne rentrent pas dans un cercle vicieux de dénutrition. Et il y en a plein, vous voyez, ils disent que non, il ne faut pas manger les œufs, il ne faut pas manger la viande, et puis ils sont dénutris. Avec la sarcopénie, comme elle l'a dit, vous allez perdre la masse osseuse, la masse musculaire, et le risque c'est que vous allez tomber. Et si vous tombez, vous pouvez casser, que ce soit le fémur, saigner dans le cerveau avec toutes ces complications qui sont difficiles à gérer. Donc je peux dire que, bref, elle a donné globalement ce qu'il faut, mais pour contextualiser, il ne faut pas qu'on copie tel que les Blancs l'ont dit. Sinon, on risque de se créer des problèmes. On a fait une étude sur ça, sur la dénutrition du sujet âgé, avec un autre collègue qui est en spécialité. C'est sa thèse qui aussi a démontré véritablement que les mesures hygiéno-diététiques telles qu'appliquées au sujet âgé ne leur rendent pas vraiment service. On a parlé aussi du sel, parce que j'aime que ça soit clair. En Afrique, comme je le dis, on ne mange pas trop salé. On prépare dans la maison pour tout le monde. Le jour, ce n'est pas normalement salé, on dit. Si nous vivons dans un pays chaud, parce qu'on est là pour communication, pour changer les comportements, nous vivons dans un pays chaud, on transpire. Pourquoi vous allez encore prendre moins sel alors que même dans la sueur, vous perdez de l'eau, vous perdez du sel? Il y a des médicaments de tension qui font perdre le sel. On met ça, on dit encore, prends moins de sel. Tu perds le sel par les urines, tu perds le sel par la peau. Finalement, tu fais ce qu'on appelle une déshydratation. Si tu devient global, vous allez faire un coma. On va faire l'IRM, on ne verra rien. Si vous n'avez pas la chance, qu'on trouve que c'est hyponatrémie pour vous perfuser le sel. Donc, en gros, même en Europe et aux États-Unis, qui sont les pays que nous appelons les pays occidentaux, on ne recommande pas les régimes chez les sujets âgés. On dit sujets âgés, ils doivent normalement manger. Et maintenant, on dit pendant les périodes d'été, il est conseillé si possible, d'arrêter tous les médicaments qui font pisser et de prendre beaucoup d'eau minérale.
Si c'est ça, nous on a l'été de janvier en décembre, donc ça veut dire que ce qu'on dit de faire en été là-bas, c'est ce qu'on doit faire chez nous. Tous les jours. Tous les jours. Donc c'est ça, je dis, il faut toujours contextualiser pour éviter certains problèmes parce qu'on a trop diatrogénie en tenant compte de ces paramètres en fait. D'accord. Oui. Je reviendrai sur un aspect. Au début de cette émission, je l'annonçais qu'on devait recevoir le président du Conseil national des personnes âgées sur ce plateau, en la personne de M. Doussor Akakpo. Bonsoir, M. Doussor. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je suis en forme. Ben, écoutez, c'est tout un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est partagé, madame. D'accord. Les téléspectateurs ont bien envie de vous connaître. Qui est M. Doussor Akakpo? Merci. Je suis Akakpo Doussor. Je suis infirmier d'État de formation et j'ai gagné ma retraite il y a juste 13 ans. Je suis né le 6 juin 1950, donc dans ma 72e année qui vient de passer. Donc Doussor, après sa retraite, a intégré une association de la place, l'UNAFRET civile et militaire. Je suis rentré là-bas pour lutter contre mon stress à la maison. Et c'est de là que je suis parvenu à intégrer le CNPA suite à une assemblée générale élective il y a juste un an, je dirais. D'accord. Voilà pour le moment ce que je peux vous dire. Mais on voit que vous êtes bien en forme. Dites-nous votre âge. Vous avez quel âge, monsieur Doussor? Comme j'ai 72 ans. 72 ans. 72 ans. Je suis né le 6 juin 1950. Mais bravo, vous êtes bien en forme malgré votre âge. Dites-nous, c'est quoi votre secret? Comment vous faites pour rester aussi en bonne santé? Non, comme on nous l'a appris, comme on nous l'a appris sur place, on nous dit que quand on est sur place, il ne faut pas s'en faire, il faut éviter certaines choses. Sur le plan alimentation, on l'a toujours dit, on nous dit de limiter les sels. Comment moi je le fais? J'ai toujours demandé à ma famille de mettre mon sel sur la table à manger. Moi-même, je fais ma dose. De même pour le sucre. Bon, le sport, je n'ai plus cette force je jouais entre-temps au basketball quand j'étais très actif. Je jouais au basketball. Mais depuis un certain temps, j'ai voulu le faire à la retraite avec ma retraite. Mais non, je tombe souvent et je risque de me casser les os. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce que je fais? Le matin, je me réveille très tôt et je fais la marche à pied. Sur ma petite cour là, je le fais à plusieurs reprises. Et quand je suis fatigué, je m'en vais doucher, je me recouche. Je me lève vers 11 h. Parfois je dépasse et je me suis dit que là aussi c'est pas bon. Parce que je me suis vu très, très fatigué quand je me lève. Après cette petite activité, je me suis dit que c'est insuffisant parce qu'il me faut sortir. Il me faut sortir. Quand je le fais comme ça, au cours de la journée, je ne me sens pas tellement en pleine forme. Je me sens un peu fatigué. Je me suis dit que non, ça doit être dû au manque d'activité que je ne fais pas. Vous vous sentez comme ça? Alors je sors, je vais à la plage, je me balade un peu. Quand il est midi, les gens rentrent. Moi aussi, j'essaie de rentrer à midi. On prépare, je mange. Je le fais, mais parfois c'est la fatigue. Et j'apprends du job quelque part pour aller aider un infirmier, un médecin quelque part. Je vais le voir. Il me programme parfois pour certaines nuits de garde. Le début de ma retraite était vraiment paisible comme ça. Et ces derniers temps, j'ai abandonné tout ça. Et j'avoue que ce n'est pas aussi facile aussi. Voilà ce que je peux vous dire à propos. D'accord. Docteur Apeti, je reviens à vous. Bien, nous avons suivi avec attention M. Akakpo qui dit qu'il ajoute du sel dans son repas à table. Mais les médecins nous déconseillent ça. Les médecins nous déconseillent d'ajouter directement du sel dans nos nourritures à table. Bon, c'est ce que je disais, parce qu'on a la chance que papa était un infirmier, donc c'est ce qui est écrit dans les livres. Mais si je comprends bien, c'est comme si son repas, souvent il n'y a pas de sel.
Oui, si ça manque de sel, vous y ajoutez un peu. Donc ça veut dire qu'on met les sels dedans, classiquement. Bon, normalement, si on prépare normalement salé pour la maisonnée, c'est plus la peine d'en ajouter. Ça, mais comment ça s'explique? C'est que quand on prend de l'âge, le seuil de détection du goût salé augmente. Donc, si les choses sont normalement salées pour la majorité, quand une personne âgée prend, la personne âgée a tendance à penser qu'il n'y a pas assez de sel. C'est pour ça que je dis, on doit toujours profiter de notre contexte social. Il ne faut pas dire que parce que c'est une personne âgée que vous n'allez pas manger ensemble. Parce que quand on mange ensemble, ça permet à ce que l'appétit, tout revienne. Voilà. C'est ça, donc il faut recréer ces liens. Parce que notre problème, c'est qu'on a été disloqué sur le plan socio-anthropologique, qui fait que on ne fait plus tout ce qui faisait de l'Africain l'Africain. C'est-à-dire, je vais parler un peu élevé, c'est que ce n'est pour rien qu'on dit Amodro. Non, mais Amodro chez l'Africain, c'est que les gens vont venir chez toi, tu auras envie, vous allez manger ensemble. Mais aujourd'hui, quand Amodro s'approche, on prend le repas, on cache. On lui donne une presse comme quelque part. Donc quand vous êtes là, les enfants, vous tous, vous essayez de manger ensemble, ça crée l'appétit. Vous ne sentez même plus cette envie de mettre les sels. D'accord. C'est ça. Maintenant, j'ai l'impression que généralement, au contraire, c'est possible aussi que les gens réduisent les sels eux-mêmes dans le plat parce qu'ils ont écouté quelque part, que ce soit à la télé ou à la radio, que quand on prend de là, il ne faut pas manger trop de sel. Et comme je le dis, il est rare de préparer trop salé. Parce que si tu ne veux pas trop salé, tu ne peux pas manger. Il y a quelques rares personnes, mais la majorité des gens, quand on prépare, c'est normalement salé en fait. D'accord. Donc, le second point, c'est qu'il a même déjà réglé le problème de sortie. Parce que le bon médicament du sujet âgé, nous on résume ça en 3 B. Bouffer, bouger, boire. Il y a un 4e B, mais souvent les gens n'aiment pas qu'on dise ça. C'est bouffer, bouger, boire. C'est-à-dire bien manger, bien bouger, et puis prendre assez de liquide. Quand on dit boire, c'est pas seulement mettre 5 litres d'eau et boire. Ça permet à ce que les muscles soient beaucoup plus hypertrophiés pour vous donner plus de tonus. Comme il le disait, si il ne marche pas beaucoup, quand il va venir se coucher, il va se sentir encore plus fatigué. Parce que le fait que le muscle ne travaille pas, ça te rend beaucoup de plus en plus fatigué. Donc le mieux, c'est toujours de faire vos 1-2, vos 1-2. Ça permet à ce que l'organisme, même le sang, tout circule. D'accord. Donc c'est bouffer, bouger, boire. Le 4e B, moi je préfère le dire parce qu'il y a des gens qui amènent leurs parents pour qu'on discute de ça. Ça paraît un peu banal, mais c'est de faire l'amour, pour ne pas dire baiser. C'est ça. Les gens disent non, papa, malgré son âge, cherche encore les filles, tout ça. J'ai dit non, il faut laisser papa faire son plaisir. C'est bon pour sa santé. Oui, parce que ça donne de l'affectivité, ça permet de sécréter certaines hormones, dont l'hormone de la bonne humeur, tout ça. Donc c'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne peut plus faire de la coquetterie. Donc c'est ça le 4e B en fait. Je préfère dire ça pour que les personnes âgées soient à l'aise et que leurs enfants aussi comprennent. Malheureusement pour nos grands-mères, parfois la physiologie même fait qu'elles-mêmes classiquement n'ont pas trop envie, à quelques exceptions près. Alors docteur, dites-moi, en quoi l'alimentation peut influencer le vieillissement? Bon, je vais prendre la question à 2 volets. Une bonne alimentation et une mauvaise alimentation. Lorsque l'alimentation est bonne, ça veut dire que vous allez apporter les éléments nécessaires pour que les réserves fonctionnelles que je dis ne s'épuisent pas. Parce que lorsque vous ne prenez pas de bons aliments, il y a ce qu'on appelle le stress oxydatif. Pendant quand vous prenez trop de gras. Parce que quand on dit trop de gras, je ne parle pas de faire veiller avec un peu d'huile, non. Les gens consomment beaucoup de gras. Il suffit de prendre le plat à l'occidental, mais vous n'avez même pas envie de goûter. Ça, c'est du gras. Même les choses qui sont dans les fast-food, les shawarma, tout ça là, c'est beaucoup gras. C'est pas faire une sauce d'adémé avec sauce huile. C'est pas ça, c'est pas de ça on parle. Donc si vous produisez trop d'acides gras qui donnent trop de radicaux libres, leur élimination demande trop d'énergie à l'organisme. Donc tout ça peut faire que vous ne pouvez quand même pas perdre les réserves fonctionnelles et vous pouvez vite vieillir et faire tout élément. Donc ce stress oxydatif peut même toucher les organes, dont les vaisseaux, avec les risques de toutes les maladies, dont l'obésité, le diabète, l'hypertension, tout ça. Maintenant, pour bien vieillir, je vais dire, il faut bien vivre.
C'est-à-dire, j'aime toujours introduire la langue locale à notre le non, c'est notre. Donc, si vous vivez bien, ça veut dire que vous vous comportez bien. Se comporter bien, ça veut dire que d'abord, tout ce qui rentre dans notre ventre doit être presque sain. Et quand vous voulez manger sain, il ne faut pas aller manger les choses que vous ne maîtrisez pas. On ne peut pas sous-traiter sa nourriture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons l'impression toujours que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est mieux pour la santé, alors qu'on a tout à côté. Il y a cette affaire de compléments alimentaires que je dis souvent, qui intéresse beaucoup de gens, dont même les personnes âgées, alors que les mêmes choses qu'on leur vend là-bas, dont personne n'a le secret, se trouvent dans les fruits et les légumes qui sont au bord des routes, qu'on peut payer, prendre chaque jour et compenser, qui sont même moins chers que ces compléments alimentaires qui ne sont que du business pour les gens. Moi, je m'amuse à dire souvent aux gens, comment est-ce que le Créateur vous a mis au Togo et la plante qui vous est utile, il met ça en Nouvelle-Polynésie. C'est pour que vous allez chercher comment. Je parle de certaines plantes qu'on amène, ou bien il met ça aux États-Unis. Pourquoi il va mettre ça là-bas? Alors que nos parents, oui, nos ancêtres qui ont vécu pendant des années, nos parents, nos grands-parents qui sont encore au village ne connaissent pas tout ça. Mais quand vous allez pendant les fêtes ou bien pendant les réjouissances populaires, vous voyez ces gens en train de danser, toi-même tu ne peux pas danser comme ça. Les gens qui sont toujours solides. Donc la bonne alimentation consiste à aller interroger ces gens pour voir comment ils mangent. Des gens qui mangent normalement. Donc, comme je le disais, ce que nous disons souvent, manger moins gras, moins sucré, moins salé, ces gens ne mangent même pas trop sucré, trop salé. Si je me rappelle bien, quand vous allez dans les villages, on fait les beignets de haricots. C'est normalement salé. Ce qu'on appelle le gaou, c'est normalement salé. Beignets de maïs, c'est légèrement sucré. Mais quand vous allez dans nos supermarchés, dans nos restaurants, quand on vous donne les mêmes choses, soit c'est très salé, soit c'est extrêmement sucré. C'est de ça on parle. Donc moi, je ne vois pas une politique contre la poche des gens, mais il faut qu'on prenne l'argent pour acheter la santé. C'est ça. Le second point, c'est qu'on dit un organe qui ne travaille pas s'atrophie. Quand on dit ça, c'est pour tous les organes. Ce qui veut dire que tout ce qui va nous permettre de bouger, pour pouvoir travailler nos muscles, renforcer les os, il faut les faire. Donc l'activité physique, quand on dit vous n'avez pas besoin de mettre les chaussures, courir. Si vous êtes une maman qui vend les poissons dans les quartiers, si vous avez toutes les capacités, continuez pas à vendre votre poisson, ça vous donne d'abord de l'argent, mais ça vous donne de l'activité physique. Si vous allez au champ, continuez pas à aller au champ. Si par exemple, vous êtes peut-être un ancien footballeur, vous pouvez jouer votre petit ballon comme il faut. C'est ça. Maintenant, quand on laisse tous ces aspects, pour ceux qui ont la capacité de lire, pour qu'ils n'oublient pas, parce que pour bien, il faut aussi que le cerveau aussi vieillisse bien. Ils peuvent continuer par lire. Moi, je dis, on finit de grandir, mais on ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Et tout ça permet à ce que le vieillissement, que ce soit cognitif, fonctionnel, tout soit véritablement en bon état. D'accord, docteur. Vous l'avez dit tantôt, manger, bouger, boire, pour être en bonne santé, surtout pour la personne âgée. Bien sûr. Et Madame Abilebo aussi l'a dit qu'il est important pour la personne âgée de boire de l'eau. Alors, quel est le problème, hein? Quel problème crée la déshydratation? La déshydratation serait alors grave pour la personne âgée. Disons, première des choses, c'est que lorsque la personne âgée est déshydratée, la tension baisse. Et si la tension baisse, le cerveau est sous-nourri. C'est-à-dire est sous-irrigué. Et la personne âgée peut rentrer dans ce qu'on appelle une confusion, voire un coma, avec tout ce qui peut suivre. Donc c'est déjà la première raison. Et dans ces conditions, tu peux tomber aussi et faire les complications que je disais, comme les chutes. Mais c'est surtout la confusion mentale. Et les gens peuvent même, si vous n'avez pas la chance, vous amener dans les services de psychiatrie, tout ça, alors que votre problème c'est juste parce que vous avez perdu de l'eau. C'est pour ça qu'on dit boire. Quand on dit boire, comme je le dis, chaque matin, votre bouillie que vous avez bu, votre thé, c'est de l'eau. Ce n'est pas forcément prendre 5 litres d'eau et boire. La sauce, c'est de l'eau. La décomposition des aliments, c'est de l'eau. Je ne sais pas s'il y a la quantité quelque part, mais classiquement, environ 2 litres d'eau. Et puis ajouter de l'eau à volonté, c'est suffisant. Et à quelle fréquence? Est-ce qu'il faut boire quand on a soif ou bien la personne âgée doit boire à tout moment, même si elle n'a pas soif? Non, classiquement, surtout comme on est dans un pays chaud, il faut d'abord boire environ 1 litre à 2 litres d'eau. Vous puisez ça, vous pouvez mettre un peu sur la table, goûter de temps en temps. Comme les gens prennent, bon, ils font leur whisky de temps en temps. Mais il faut tout faire que si vous avez soif, que vous buvez aussi en plus. Tout ça permettra à ce que classiquement les 2 litres là soient normalement atteints.
C'est ça. Il ne s'agit pas d'aller puiser 5 litres. Mais ce qui fait peur pour la déshydratation, comme je le disais, c'est certaines de nos prescriptions. Surtout les diurétiques, les médicaments qui font pisser, comme qui est en vogue souvent dans nos pays, parce qu'on a l'impression que des études faites en Europe disent que les diurétiques sont efficaces chez les Noirs. Mais moi je dis c'est les Noirs doux, ce n'est pas les Noirs d'Afrique. Donc quand on prend ces produits, on a dit bouffer, bouger, boire, et on te donne un médicament qui te fait pisser. C'est comme si vous versez de l'eau dans un panier et vous attendez à ce que le panier soit rempli. Donc les diurétiques sont bien encadrés. Sauf si on est en situation d'obligation, on est obligé de mettre. Ça revient au cardiologue de savoir que ce n'est pas un médicament indispensable. Si vous avez d'autres alternatives pour corriger la tension. En dehors de ça, il y a certains médicaments qu'on met normalement en neuro ou en psychiatrie, même en gériatrie, qui aussi peuvent donner des déshydratations. Donc tous ces médicaments qui empêchent l'eau d'être bien gardée, il faut véritablement les éviter si ce n'est pas indispensable. Donc, si les personnes âgées ne s'hydratent pas bien et que nous-mêmes, on ajoute encore des médicaments qui les font déshydrater, le jour où la personne a la machine de faire une petite diarrhée, la tension va baisser, toutes les conséquences vont venir. C'est pourquoi la déshydratation est considérée en gériatrie comme en pédiatrie chez les enfants en fait. D'accord. Et alors, Monsieur Doussor, quelles sont vos habitudes alimentaires? Qu'est-ce que vous mangez fréquemment? Oh, nos habitudes alimentaires, nous sommes en Afrique. Hein? Si ce n'est pas appelé, si ce n'est pas fétri, si ce n'est pas goma, si ce n'est pas demain, c'est encore quoi? Seulement, comme je l'ai appris, c'était dit depuis les temps anciens, moins de sel dedans, moins de piment dedans, même parfois. C'est ce que moi je suis jusqu'alors. Je n'ai pas autre spécialité pour ça. En tout cas. À part le thé que nous prenons, la bouillie, plus rien chez moi. L'équipe de santé d'abord a visité Mémé Pis qui a 96 ans. Elle a aux petits soins de sa famille. Comme ça ne manque pas, elle prend certains produits ou certains comprimés pour maintenir sa santé. On écoute son petit-fils qui est toujours à ses côtés. C'est ma grand-mère. Elle a peut-être 3 sortes de médicaments qu'elle prend. Un le matin et 2 le soir. Donc Zitan 50 le matin. Et puis Détentiel plus aspirine la nuit, le soir quoi. Puis c'est tout. Avec comment l'appelle-t-on? Ioprost. Bon, c'est notre maman, c'est notre grand-mère. Et puis elle m'a élevé même d'ailleurs. Et puis elle a beaucoup fait pour nous, ses petits-fils et ses enfants aussi. Donc on doit aussi prendre bien soin d'elle. C'est la grâce de Dieu. Tout c'est la grâce de Dieu. Qui fait qu'on arrive à prendre soin d'elle et puis elle évolue aussi avec nous comme ça. Alors, docteur, vous avez eu Mémé Pis et son petit-fils lui donne certains produits. Il a cité le nom des produits. Les produits, c'est pour traiter quelle maladie? Bon, je peux dire que classiquement, les gens écoutent des médicaments de tension qui sont là-bas. Ça peut être la tension qui a compliqué le cœur. Donc on peut dire, bon, c'est une insuffisance cardiaque qu'on est en train de traiter. Ou à la rigueur, si elle prend ce elle aurait fait un AVC. Mais ce que nous on dit généralement, c'est que si elle n'a pas fait un AVC, c'est pas parce qu'elle prend des ambulateurs qu'elle a forcément fait un AVC. Si elle n'a pas réellement fait un AVC, c'est pas la peine de prendre l'aspirine, ça fait un médicament de plus pour rien. Ça veut dire, comme je le disais, l'essentiel c'est peu de médicaments pour la personne âgée, ce n'est pas indispensable. Elle a 96 ans, c'est possible qu'elle ait la chance que celui qui lui a prescrit mesure les risques et que si à 96 ans, la tension aujourd'hui à 11-12, et que peut-être elle n'a pas une insuffisance cardiaque et tout ça là, qu'on aille revoir le médicament, réduire les doses et si possible même arrêter au besoin. Maintenant, s'il y a des événements derrière, on pourrait voir comment réajuster en fait. C'est ça aussi qu'on trouve chez les personnes, les gens à qui on a mis des médicaments il y a 30 ans, continuent de prendre alors qu'à des moments donnés, ce n'est plus indispensable. Vous êtes diabétique, à 60 ans, on vous a mis des médicaments. Les objectifs diffèrent selon l'âge. Si vous avez entre 60 et 75 ans,
Ce n'est pas un si vous avez 75 à 85 et au-delà. Donc, ce serait intéressant que peut-être on la revoie quelque part pour faire le point. Si elle n'a pas besoin de tous ces médicaments, on pourrait en discuter avec son médecin qui lui a prescrit pour qu'elle en utilise. Parce que le risque, c'est qu'à cet âge, si elle prend les médicaments et qu'un événement survient, ça sera difficile à récupérer. Mais si on a la chance que sous ces médicaments, la tension est autour de 13-14 et il n'y a pas un événement grave derrière, on peut lui dire de continuer. C'est la chance qu'on on est en train de faire l'émission, je pense qu'ils ont suivi, ça ne leur coûte rien de pouvoir faire une première visite pour qu'on fasse un check-up de la maison. D'accord. Donc les personnes âgées ont forcément besoin de visites médicales régulières? Oui, c'est ce qu'on peut dire, mais pour aller plus simple, on va dire une première consultation gériatrique qui permet de poser les problèmes et de savoir si vous avez besoin d'une visite périodique de 1 mois, 3 mois, 6 mois, selon votre maison, c'est-à-dire selon les contextes. Généralement, ce que nous on fait, la première consultation, ça se fait à l'hôpital, on fait le point, on fait tout ce qu'on avait. Maintenant, en fonction du contexte, vous pouvez recevoir des visites à domicile d'autres collègues. Et puis, de manière peut-être 3 à 6 mois, vous pouvez revenir toujours dans le service pour qu'on s'occupe de vous. D'accord. Monsieur Doussor, alors, vous êtes le président national du Conseil des personnes âgées du Togo. Quelles sont les activités que vous menez au niveau du Conseil, surtout pour la bonne santé des personnes âgées comme vous, ou bien que vous êtes? Globalement, dans un premier temps, j'ai intégré l'association pour lutter contre mes stress. C'est après tout que je me suis rendu compte de ce que nous attendons de ces associations-là. En effet, c'est en soutien au gouvernement pour la protection effective des personnes âgées que le Conseil national a été mis en place depuis le 13 août 2004. Maintenant, cette association avait pour but de contribuer à la prise en compte des besoins des personnes âgées dans la pratique du développement économique et social du pays. À travers ces associations affiliées, à travers la promotion, la prise en charge des personnes âgées, le CNPA, nous l'avons intégré, nous l'avons créé avec pour but d'œuvrer, d'assurer le bien-être des personnes âgées et de promouvoir la transmission des expériences que nous avons eues aux jeunes gens. C'était là le principe actuellement. Mais est-ce à dire que nous arrivons à atteindre tous ces objectifs? Là, nous n'arrivons pas parce qu'actuellement même c'est un conflit intergénérationnel. Quand les jeunes disent que les vieux sont des sorciers, alors là, on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc nous y en sommes actuellement. Nos activités se limitent à des journées des personnes âgées. Nous organisons de petites conférences dans les quartiers. Nous sensibilisons, par exemple, Covid qui était apparu tout dernièrement. Nous nous sommes partagés en groupement, en petits groupements, et nous allons vers les personnes âgées, eux aussi, pour leur parler Covid. La comorbidité dont on parle, tout ça là font partie du programme. Et j'avoue que dès demain, le 6 même, j'ai une rencontre avec les personnes âgées de Difakota. Nous leur parlerons de cette histoire de Covid et nous allons mettre l'accent sur les vaccinations et consorts. Voilà, en bref, ce que nous faisons. Et nous avons nos démembrements à l'intérieur du pays aussi également. Et sur les 39 préfectures, nous avons mis sur place 35 groupements. Il reste 4 à compléter avec le temps. Voilà ce que nous essayons de faire. Et il y a l'État qui nous appuie aussi en nous donnant des vivres et des non-vivres avec lesquels nous évoluons vers les personnes les plus démunies. Et l'État aussi en fait, on ne va pas vraiment l'ignorer. Nous souhaitons que ça continue. Nous avons une petite maison à Tokoin-Ranko où nous nous retrouvons une fois par mois en tant que personnes âgées. On se retrouve pour discuter de nos petits problèmes.
Si ce n'est que parfois devant une bière, on se souffle et puis on se sépare. C'est intéressant. Voilà ce qui se passe. Chaque année, pour le 1er octobre, vous organisez des activités. Nous organisons des activités. Qu'est-ce qui est prévu pour cette année? Pour cette activité, nous voulons délocaliser même la fête vers l'intérieur du pays. Et nous avons voulu aller à Dani. Dani, si tout va bien, si les choses sont mises à jour, nous serons à Dani pour aller fêter là-bas la journée des personnes âgées. C'est très intéressant. On vous voit, vous êtes en pleine forme. Est-ce que vous prenez aussi certains produits régulièrement? Effectivement, les derniers moments, les premières heures de ma retraite m'ont plongé dans des moments de stress et ça avait déclenché en moi une montée de ma tension. Et quand j'ai été, on m'a dit qu'il s'agit là d'une tension, tension émotionnelle, quelque chose comme ça. Et ils m'ont pris en compte. Mais depuis qu'ils m'ont pris en charge, c'était au CHU du campus. Depuis qu'ils m'ont pris en compte, franchement, jusqu'à ce jour, même pour aller contrôler la tension, c'est difficilement que je vais là-bas. Le produit qu'ils m'ont prescrit, ils m'ont dit que c'est à prendre à vie. 2 sortes de médicaments, l'odose et puis Ramiprime comprimé. Je prends un de chaque matin. Je prends mon petit thé, terminé. Et quand moi-même je contrôle ma tension, je vois que bon, même quand la tension me secoue, je sais ce qui se passe, la vertige, tout ça. Comme tant que ça ne vient pas, je ne m'en fais pas tellement, mais je contrôle ça par moment. Voilà ce que je fais jusqu'alors. D'accord. Docteur Apeti, vous avez écouté M. Akafo qui a cité certains produits. Il est en bonne santé, hein, mais il prend certains produits. On sait que l'hypertension est aussi liée à l'âge. Bien sûr. Maintenant, pour nos parents qui sont à la maison, qui ne vont pas souvent en consultation, est-ce qu'ils sont tenus ou obligés de prendre certains produits, même s'ils se sentent bien? Bon, comme je le disais, le mieux c'est toujours faire un premier point pour voir si les gens ont besoin de médicaments ou pas. Aller vers un gériatre? Bien sûr. Parce qu'il y a tout un bilan qu'on appelle le bilan gériatrique qu'on fait premièrement. Et je vais revenir un peu en arrière par rapport à mon papa. Parce qu'il a dit 2 choses qui m'ont touché. C'est parce que les Africains, comme je le dis toujours, ont perdu ce qu'on appelle le respect de l'ancien, ce que représente l'ancien dans nos sociétés. C'est pour ça que Patiba disait qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard est parti, c'est une bibliothèque qui est brûlée. Comme je le dis, aujourd'hui, dans nos maisons, nous, les jeunes générations, on a beaucoup de problèmes parce qu'on a mis à l'écart ceux qui ont la capacité de dire 1 ou 2 mots pour que le problème soit réglé. De toute façon, on dit qu'aujourd'hui, on a évolué, tout. On a fait une étude qu'on appelle l'agisme naissant en milieu urbain au Togo, où on a interrogé les gens qui prennent en charge même leurs parents. Et ce qu'ils ont donné comme déclaration, c'était répugnant, que leurs parents sont budgétivores, ennuyeux, chronophages, tout ça. Ça veut dire que ton papa te prend le temps, mais tout le temps que tu as épuisé à ton papa ou à ta maman pour devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça te coûte de lui donner un peu? C'est parce que dans la tête aussi, on dit, bon, quelqu'un vous aurait dit que votre papa, votre maman, mais votre grand-papa, en gros, les personnes âgées sont en fait des sorciers, comme il a dit. Alors que tout ça là, c'est faux. S'il était sorcier, on ne va pas venir rester à côté de lui. Je sais ce que ça signifie, la valeur d'une personne. Quand vous avez une personne âgée dans votre famille, que vous connaissez ça, ce que ça apporte. Maintenant, il va revenir à ces produits. Ce serait toujours intéressant quand même d'aller au contrôle de temps en temps pour qu'on essaie de voir. Comme je le disais tout à l'heure, c'est possible que ces médicaments soient revus, soient remplacés, corrigés, parce qu'il y a un dedans qui fait pisser. Si réellement il pisse, il peut se réveiller la nuit, il ne voit pas très bien, ou bien le sommeil l'a un peu pris, et puis il tombe. C'est de ça que je parlais. Donc ce serait intéressant qu'on revoie. Si les doses des autres ne suffisent pas pour maîtriser la tension, on peut enlever celui qui fait pisser là, augmenter un peu les doses des autres pour que la tension soit bonne. Et comme je le disais, c'est possible aussi que la tension qu'il a aujourd'hui ne nécessite plus les mêmes doses de médicaments. Donc c'est intéressant de retourner voir celui qui lui a prescrit, ou bien on a besoin de passer pour que nous on essaie de voir comment on peut mettre les choses en place. Pour ceux qui sont à la maison, le risque c'est ces affaires de compléments alimentaires que les gens vont venir leur vendre. Que pour être en bonne santé, il faut boire telle chose. Dès que vous avez atteint un âge, il faut toujours qu'on voit dans votre organisme comment les problèmes se passent. Et ça permet de savoir si vous avez besoin de médicaments ou pas. Sinon, vous risquez de prendre des médicaments inutiles. Moi, je me rappelle d'une vieille qui avait 79 ans, qui prenait des contraceptifs.
Parce que les gens se baladaient, lui ont vendu des pilules, des estroprogestatifs. Elle ne sait pas. Non, on lui a dit que ça permet de rajeunir, puisque il y a des hormones comme ça qu'on prend quand les femmes prennent de l'âge pour pouvoir avoir les sécrétions qu'il faut, tout ça. Mais l'autre, c'est pas ça, elle réclamait. Mais on lui a vendu. Et c'est des choses comme ça, elle prend. Mais comme l'autre, elle a des plaintes, bon, alors que si elle était venue, on lui a expliqué clairement, elle pourrait avoir besoin d'autres médicaments ou pas. Donc, bref, rester à la maison, proposer un médicament ou pas, le seul médicament qu'il faut proposer à la maison, c'est de bien manger. C'est-à-dire bien manger. Quand on dit bien manger, ça veut dire qu'il faut que la personne arrive à manger comme il faut. C'est ça qui fait qu'on leur conseille même de prendre, si besoin est, des petites collations aussi. Parce que la personne avec le vieillissement, l'estomac n'a plus la capacité de prendre assez de repas. Donc, elle a tendance à être vite rassasiée. C'est ça qui fait que cette affaire de sucre, tout ça aussi, parfois ça permet de compenser l'hypoglycémie que la personne arrive à faire. Par exemple, comme papa disait qu'après ces petites activités, il va se coucher. Parfois, il va se coucher comme ça, dépasser midi. Donc, il peut faire l'hypoglycémie, même s'il n'est pas diabétique sous traitement. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. Ce serait intéressant que toutes les personnes âgées aient quand même une première consultation chez un médecin des personnes âgées ou bien un médecin qui a le savoir-faire gériatrique, comme les internistes, par exemple. D'accord. C'est une mémé qui a 90 ans et d'après les informations reçues, elle n'a jamais été malade. Elle n'est jamais tombée malade durant toute sa vie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous avons cherché à rencontrer mémé Cécile. Voici son interview. mà bên đó kia lên là quên bên đó cuốn lên là cái nào vi vía lên đó bỏ vi nhau coi như bỏ bê mà gì vi mà coi như mà gì vi bỏ vào không mẹ mà chỉ bắt ra là gì đó mẹ nào coi như bắt tên à và đó cho bên nhà bà nó đuổi chồng và lúc cuốn chồng đuổi xe ở vi đi bà mẹ đến xin đã muốn cho nó gì đâu nên để tên đuổi nó nuôi được orang bagi komanda rumah ni yang meleme yang meledu do banyak yang meleme akra au beki ke mau bo be mi adu pa nu yang meleme boma nu yang meleme ademe nu yang meleme atokuma nu yang meleme la beki pe o to nya be ne dia ejo jinaya mau nu yang me do me dans la manière de faire non de pas là on doit le apocamé que no peut que no fait via mal du atokuma so vitigbe bari ko ngla titi na le ko nya to blo wo nya nam dona titi wa titi do le obo bro na ko bi ba to ye ke do na vinya we jine na yang tu yang sok kau apel lah cicu, dia yang rumah yang tahu je lah cicu nampi mandor. Oh, kalau lefi dia ada, dan lefi ada ni motor fi, mereka kau balik lah bawa kau, bawa jing bakor nasi boleh, kau macam je ni no. Oh, bakor nu kau balik wah, ambil punya ni aku orang ni aku. Anu motor fi makor mereka kata kotor mereka, tak kotor makor nu kau balik ya makor no, apa oh nyon aku orang ni aku. Voilà, docteur Appétit, nous avons écouté mémé Cécile. Oui. Comme je le disais, c'est une mémé très intéressante. Comme je le disais, il ne faut pas aller chercher le secret ailleurs. Le secret se trouve à côté. Ici, moi, actuellement, j'ai mes grands-parents qui sont encore là. Ils sont là. Et puis quand vous causez, ce qu'on appelle oubli tout ça, elles ne connaissent pas. Il y en a même qui viennent encore marcher chez nous, vendre leurs choses. Maintenant, le seul petit truc que je vais dire par rapport à la maman, comme elle dit que parfois les pieds s'enflent, elle tousse, ce serait intéressant quand même qu'on essaie de la voir. Pour voir si ce n'est pas le cœur qui fait à un moment donné qu'elle tousse. Si c'est allergie, c'est bien. Si elle tousse et que les pieds s'enflent, c'est possible qu'il y ait un lien entre le cœur et ça. Comme nous le disions, c'est des œufs. Ce n'est pas tous les jours que les œufs cassent.
Mais il peut arriver un jour que quelque chose tombe des cieux, que ça se casse et ça sera difficile à gérer par ce qu'on appelle décomposition polypathologique. Si elle n'est pas très loin de l'homme, il serait intéressant quand même qu'elle soit vue. On fait un point, s'il n'y a pas grand-chose, elle continue son petit bonhomme de chemin parce que les occasions n'arrivent qu'une fois. Donc ce serait intéressant qu'on la voit pour savoir pourquoi elle tousse de temps en temps. C'est ça. D'accord. Monsieur Akakpo, c'est vrai, vous l'avez déjà dit, hein, l'État fait beaucoup pour vous, mais quelles sont vos attentes aujourd'hui vis-à-vis de l'État? Mes attentes, personnellement, sont de 2 points. Et comme le docteur le dit, il faut la santé. Au Togo, même dans les hameaux, vous verrez la pédiatrie. Mais l'inverse n'est jamais là. On n'a jamais parlé gériatrie. Alors que c'est les 2 choses qui doivent aller de pair. Voilà. Et mes attentes seraient qu'on instaure ces établissements-là et pour que ça puisse couvrir toutes les personnes âgées que nous sommes dans le pays. Ce serait intéressant. Deuxièmement, j'aimerais dire un mot sur l'autonomisation financière de la personne âgée. Comme on est là à la retraite, on ne sait quoi faire. Si on peut trouver un appui quelque part, si ce n'est que vous autorisez à exploiter un lopin de terre qui appartient à l'État, on peut vous autoriser à l'exploiter, rien que pour avoir un peu de salade, un peu de tomate pour tuer votre temps. Ce serait quelque chose d'intéressant. Ce serait aussi un très bon sport. Vous se maintenir en bonne santé. Voilà, donc je crois que l'État aussi, nous voit, il est à l'écoute. Ils verront ces problèmes et on verra comment la tenir compte. Surtout, ça fera partie de la vieillesse, de comment vieillir en bonne santé. Même si l'État ne peut pas faire quelque chose, il faut que nous-mêmes, nous organisons. Il y a des personnes âgées qui apprennent des métiers qu'ils n'avaient pas appris avant. Ils apprennent ce métier et ils travaillent ça et ça leur amène des sous. Donc c'est ça nos attentes pour le moment. On est sûr que l'autorité est à l'écoute ce soir et ce sera bientôt pris en compte. On est certain. Merci beaucoup, madame. Docteur Apeti, alors comment prendre quotidiennement soin de nos personnes âgées avec qui nous vivons dans nos maisons ou dans nos familles? Bon, avant de venir à cette question, je vais faire un petit clin d'œil à une émission ou bien à un événement qui se passe souvent sur la télévision. Ça se passe encore aujourd'hui où les personnes âgées viennent pour faire. C'est une soirée dansante. Ah oui, le dernier dimanche. Ok. Cette émission, une émission que moi j'ai toujours aimée, mais je me disais, comme il parlait d'autonomisation financière, quand on dit un jeune veut chanter quelque chose, tout à l'heure au Palais des Congrès, on dit 5 000, 10 000, tout ça, nous venons, mais à la fin, généralement, je dis, je n'ai rien appris de ce que le gars a fait, à part applaudir, transpirer. Ce serait intéressant qu'on gagne des choses comme ça, ou peut-être on peut transformer ces choses. Quand on avait publié le travail sur ça, on avait pensé à ça. Nos personnes âgées ont beaucoup d'histoires à nous conter, ont beaucoup d'anecdotes à nous conter. On peut faire de telle sorte que ça soit rentable. C'est-à-dire l'association qui est là peut organiser des événements de ce genre. On vient, mais avec un ticket. On paie, on raconte peut-être comment peut-être l'indépendance a été faite. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que ces personnes peuvent nous donner pour que ça donne un fonds. Ils peuvent délocaliser ces choses dans les villages pour faire. Tout ça, ça permet à ce que le cerveau soit travaillé et que ça soit aussi rentable. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, il y a des programmes comme ANPE qui est là, qui fait son petit bonhomme de chemin. On dit toujours les jeunes qui viennent de finir vont apprendre l'expérience. Mais ces jeunes, quand ils viennent dans les structures où il y a encore des gens encore jeunes comme eux, souvent ça ne passe pas. D'abord, il y a des conflits, des petits conflits, parce que toi, on a presque le même âge, tu ne peux pas être mon patron. Ce serait intéressant que si c'est possible, que les personnes âgées, qu'on appelle les personnes âgées vigoureuses, puissent être intégrées même dans ce programme. Ce n'est qu'une proposition pour que ces personnes donnent encore tout ce qu'ils ont appris comme expérience pour faire. Nous, on dit, même en médecine, parfois, il suffit que ton patron te montre quelque chose un jour,
alors que vous avez fait toutes les analyses pour que tu saches que c'est ça. Des choses que vous avez passé des heures à chercher. Donc ce serait intéressant que ces personnes âgées, on puisse voir à peu près ce qui peuvent intégrer le programme là. Ça permet à ce que la solitude et l'isolement dont parlait le papa soient aussi amoindris. Maintenant, comment faire pour que nos personnes âgées soient toujours en bon état? Il faut prendre soin d'eux. Comment prendre soin d'eux? Il faut les accompagner tout d'abord socialement. Ce que le papa a dit, pensez que votre grand-mère ou votre grand-papa est vivant parce qu'elle a échangé des jeunes dans la famille avec. Si vous faites des choses comme vous parlez des choses de ce genre, elle va se sentir toujours désappréciée. Alors que moi je dis, si votre grand-papa, votre grand-maman mangeait les gens, il faut savoir que vous aussi vous êtes un mangeur. Si c'est vrai, c'est ça. Donc elle ne peut pas être un mangeur et vous n'allez pas l'être. Donc il faut que socialement, elle ne se sente pas isolée. Et ça permet, c'est le meilleur traitement même. Quand on sent que, quand je vais crier au secours, je vais trouver des gens au secours, on se sent en sécurité. Tous les enfants savent que quand ils vont quelque part, ils courent, ils rentrent dans une maison. Ça, c'est un. Maintenant, sur le plan santé, il faut que de temps en temps, bien pour une première fois, quel que soit l'état de la personne âgée, qu'on fasse une vraie consultation. Pour le moment, il n'y a pas assez de prise en charge gériatrique dans le pays, mais les quelques rares centres qui gèrent ça, il faut qu'on fasse un premier bilan. S'il n'y a rien, on ne va pas vous garder. C'est ça. Le troisième point, il faut tout faire, comme je l'ai dit avant, trouver des mécanismes pour que, économiquement, eux-mêmes, ils aient des sources de revenus. Comme le papa l'a dit. Une autonomie financière. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, elles sont malades, vous voulez les soigner à cause de leurs enfants qui vont dépenser parce qu'elles veulent que l'argent soit utilisé pour son petit-fils. Elles refusent. Elles refusent donc. Bref, pour que nos personnes soient en bonne santé, ou bien pour prendre soin de nos personnes, il faut les aider à être économiquement solides. Le dernier point qui est plus important, c'est de bien les nourrir. Éviter les régimes restrictifs, tout ça, de bien les nourrir, d'écouter leurs besoins, ce qu'elles veulent manger. C'est tout ce qu'on peut leur apporter au dernier moment. Et tout ça, ça va rentrer dans ce qu'on appelle bouffer, bouger, boire. Et pour bouger, vous n'avez rien à perdre si vous prenez votre grand-papa ou votre grand-maman et vous sortez pour marcher, pour faire un peu de footing. Parce que ce qu'on dit là, si papa seul sort pour aller courir, au fait, c'est plus risquant que s'il est accompagné. Parce qu'il peut tomber. S'il tombe, il faut que quelqu'un le relève. Mais si vous êtes à deux, ça permet également à ceux qui se sentent en sécurité. Donc, le mot bouffer, bouger, boire, ça va être en fait l'élément clé de la prise en charge et créer les conditions pour que les personnes âgées se sentent en sécurité en fait. D'accord, docteur Petit, il ne nous reste qu'une minute, mais les escarres sont de sérieux problèmes pour les personnes âgées. Alors, pour éviter d'abord, qu'est-ce que c'est que ces escarres? Comment peut-on les définir? Et comment surtout les éviter ou les prévenir? Bon, les escarres, même leur problème, ça devrait être un gros dossier. Et on parle d'escarres lorsque vous avez perdu une partie du tissu de la peau jusqu'au muscle suite à un contact prolongé sur, ça peut être sur le sol, sur un lit, tout ça. Mais comment ça survient? Ça survient. C'est une plaie, tout simplement, non? C'est une plaie. C'est une plaie. Oui, mais ça survient souvent avec les endroits où on prend pour rester sur un plan dur. Ça peut être les fesses, ça peut être les épaules, ça peut être parfois les oreilles, tout ce qu'on prend pour être en contact. C'est ça. Ça peut être les talons, tout ça. C'est des plaies qui sont graves parce que souvent c'est difficile à cicatriser. Ça, c'est un. En plus du fait que c'est difficile à cicatriser, pour que quelque chose se cicatrise bien, il faut que vous soyez bien nourri. Or, le sujet âgé, généralement, quoi qu'on dise, mais parfois est en forme, mais est souvent dénutri. On parle d'obésité sarcopénique, parfois si la personne est grosse. Ça peut être un tonneau vide. C'est un tonneau, mais vous pensez qu'il y a du maïs dedans, mais quand vous tapez, vous saurez que c'est un tonneau vide. Donc, tout ça fait que c'est difficile à gérer après. Donc, il faut éviter les escarres. Et comment éviter les escarres? Moi, je dis classiquement, la plupart des escarres sont considérées comme des iatrogénies. C'est-à-dire, quand on parle de iatrogénie, comme je l'ai dit pour les médicaments, c'est des maladies créées par la prise en charge d'un agent de santé. C'est-à-dire, vous n'avez pas été très attentif. Donc, pour éviter ça, premièrement, il ne faut pas hospitaliser les personnes âgées pour n'importe quel problème. Il faut que ça soit vraiment nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Papa, je sais un peu, on le met à coucher, on ne va pas faire des perfusions. Généralement, quand on fait ça, les escarres peuvent survenir. Donc, il est mieux que les personnes âgées restent plus en position verticale. Maintenant, s'il advient que vous le faites coucher, pour pouvoir le soigner, il faut tourner chaque 2 heures. Tout. Et généralement, il dit, vous pouvez venir vous asseoir
Après, si le sérum finit, nous on vous fait marcher. Vous marchez dans les couloirs, tout. Pour éviter des escarres dont les cicatrisations sont toujours plus complexes. Généralement, c'est beaucoup plus nous, les agents de santé, qui créons les escarres. Il est rare qu'une personne même reste à la maison et se crée les escarres. Il y a des agents de santé qui viennent aussi à la maison, perfuser les gens à la maison pour créer les mêmes escarres. Donc les escarres ce ne sont pas des plaies classiques qui naissent comme ça. C'est des plaies liées à des prises en charge en fait. D'accord. Oui, monsieur. Concernant toujours ces escarres, les soins préventifs d'escarres, ça aussi ça existe. Et chaque matin, il faut la toilette avec un désinfectant. Le désinfectant. Le beurre de qualité par exemple. Oui. Et après, s'il n'y a pas de beurre, le tac. Ok, sur la peau, après la douche ou bien après les toilettes de la personne âgée. Oui, le matin, comme si vous la lavez, quoi. D'accord. Ainsi de suite, ça. Donc après le bain ou après les toilettes des personnes âgées, il faut leur passer le beurre de karité, les mettre du talc. Oui, sur les parties soupçonnées à voir ces plaies-là. D'accord. Oui, ça fait venir encore de l'oxygène là-bas. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Akapo. Eh bien, docteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En une phrase, quel est votre dernier message? En une phrase. Bon, le chemin a été long, mais nous sommes arrivés à destination. C'est une seule phrase, mais qui va être coordonnée. Nous n'avons que tout d'abord en faveur des personnes âgées elles-mêmes. Il faut qu'elles sachent que l'âge n'est pas un critère de maladie. Tout le monde peut vieillir, mais ça dépend de quel type de vieillissement vous allez avoir. À l'endroit des médecins, il faut que tout le monde s'organise pour pouvoir avoir un savoir-faire gériatrique en honneur à nos parents. Et par rapport aux enfants, faire tout pour rendre à ses prédécesseurs ce qu'on a donné au minimum. Parce que nous ne pouvons jamais rendre à nos mamans la quantité de lait qu'on a têté. Merci beaucoup. Et à mon tour, moi, je vais juste dire qu'il est important de prendre soin de nos personnes âgées parce que ce sont des trésors. Ce sont des trésors que nous avons dans nos maisons. Voilà, mesdames et messieurs, Santé d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous étions avec Dr Sodehun Apeti. Il est gériatre et nous étions aussi avec monsieur Doussor Akapo, président national du Conseil des personnes âgées du Togo. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous. On se donne rendez-vous le mardi prochain pour un nouveau sujet santé. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Merci.